Bonjour tout le monde. Pour moi, je vais vous présenter l'IA, mais dans un domaine spécifique, c'est la recherche pharmaceutique. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le drug reproposing, ou le repositionnement de médicaments, c'est-à-dire comment l'IA peut nous aider à trouver des nouvelles cibles thérapeutiques, de nouveaux usages des médicaments déjà existants sur le marché. Juste pour une petite présentation, je suis un pharmacien de formation, j'ai un doctorat en neurosciences et je travaille comme le lead data scientist et le strategy manager au sein d'un groupe pharmaceutique basé sur Aix-en-Provence avec des laboratoires ici en France et aux États-Unis aussi. Je gère une équipe de data scientists. Le rôle principal, c'est d'utiliser et développer des outils d'analyse avec machine learning, deep learning et récemment les LLM bien sûr. Je suis à l'intersection on va dire, de trois mondes qui se parlent pas beaucoup, mais c'est la pharmacologie, la neuroscience et l'IA. Et mes challenges quotidiens, c'est vraiment trouver des solutions qui sont capables de gérer ce type de problématiques. C'est quoi le drug reproposing? Pour faire simple, aujourd'hui, on a plein de médicaments qui sont déjà sur le marché, qui sont autorisés, qui sont utilisés pour traiter certains médicaments. On ne peut pas utiliser un médicament pour d'autres médicaments si on n'a pas fait les tests, si on n'a pas validé par des essais cliniques. Mais si on regarde un peu le cycle de développement du médicament, c'est un cycle très long. On parle souvent de 10 à 15 ans pour développer un médicament, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. C'est très coûteux. On parle de 2 millions, à peu près de 2 milliards de dollars pour développer un médicament. Et le pire, c'est le taux d'échec est très élevé. C'est-à-dire, on peut passer plein de temps et investir plein d'argent, mais zéro de résultat ou presque. L'idée de repositionnement, c'est essayer de court-circuiter tout ça, c'est-à-dire trouver un moyen de partir sur un médicament déjà existant, c'est-à-dire un médicament où on connaît le profil, on connaît la partie safety, toxicité, il est déjà approuvé pour l'humain, et on essaie de trouver d'autres utilisations. En faisant ça, on va au moins diviser le temps de développement, aussi on va beaucoup baisser le coût de dépenses, et on a un taux d'échec moins important parce que on valide les candidats à l'avance avant de vraiment se lancer dans la recherche. Le proposing existe déjà avant l'IA, c'est-à-dire il y a déjà des cas, on va dire peut-être par accident, peut-être par recherche. Peut-être vous connaissez le Viagra. Viagra, il était développé au départ pour des traitements de l'angine. Aujourd'hui, il est connu et utilisé pour des dysfonctionnements érectiles. Il y a aussi le thalidomide qui a été développé dans les années 50, après interdit, et maintenant il est revenu pour traitement de cancérologie. Il y a aussi l'aspirine, aujourd'hui il est très courant pour tout ce qui est maladie, la tension, maladie cardiovasculaire. Ça, c'est un exemple des médicaments qui étaient shiftés vers d'autres cibles thérapeutiques. Maintenant, si on veut adresser ce problématique, on va voir qu'est-ce qu'on a comme médicament et qu'est-ce qu'on a comme maladie. Et on va essayer de faire le jeu combinatoire entre toutes les maladies qu'on a, tous les médicaments qui existent. Et juste pour donner un chiffre, des chiffres en France, aujourd'hui, on a à peu près 3000 médicaments approuvés, autorisés, commercialisés en France. Et on pense que les maladies, c'est autour de 1000, sans compter les variations des mêmes maladies. En gros, ça va nous faire un perte de combinatoire de 30 millions de candidats à explorer. Si on veut faire ça, on va dire à la manière classique ou manuellement, ça va coûter énormément de temps pour tester tous les candidats possibles et ça ne va pas donner des résultats estimés dans des conditions raisonnables. Et d'où on a commencé à dire pourquoi pas utiliser le machine learning pour les autres sous-types de problématiques. Parce qu'en vrai, c'est un problématique classique de chercher des prédictions dans des pertes combinatoires. Et du coup, on va formuler le problème sous un format de machine learning, c'est-à-dire de dire voilà ce qu'on a, et on essaie de construire une graphe de connaissances. Une graphe de connaissances, c'est un graphe qui a des nœuds typés, c'est-à-dire chaque élément de graphe, c'est un nœud et des arêtes. Et les arêtes, c'est la relation entre les nœuds.
et on appelle ça knowledge graph, une graphe de connaissances. L'intérêt de faire ça, on va trouver tous les médicaments qui existent, plus on va chercher les relations de tous ces composés pharmaceutiques avec leur entourage. L'entourage, c'est soit les gènes, soit les maladies, soit les régions anatomiques du cerveau, soit les mécanismes d'action. Tout ça, ça peut être des nœuds voisins de notre composé. Et pour chaque paire de nœuds, on a une relation entre les deux. La relation, ça peut être A traite B, ou la relation A agit sur B, réduit contre D. Il y a beaucoup de types de relations qu'on peut avoir. Et ça, et l'objectif derrière la construction de ce courbe-là, c'est arriver à prédire quels sont les arrêts manquants, parce que ça, c'est déjà ce qu'on connaît. C'est déjà, on a établi les relations, on les connaît. Maintenant, la question, est-ce qu'il y a moyen d'établir les arrêts manquants, les relations qu'on ne connaît pas? C'est les maladies qu'on peut traiter avec un médicament, mais on ne connaît pas encore. Et ça, c'est notre on va dire, objectif principal. C'est la prédiction des liens manquants. Et dans notre cas, le lien, c'est simple, c'est de prendre un médicament, est-ce qu'elle peut traiter une maladie? Et trouver des connexions plausibles dans ce contexte-là. Pour ce démo-là, j'ai choisi une base de données connue aujourd'hui, c'est le DRKG, c'est le Drug Reproposing Knowledge Graph. Pour le traiter, on va utiliser un algorithme d'embedding sur le trans-I qui va permettre de convertir notre cœur de connaissances vers des embeddings, c'est des vecteurs sur lesquels on peut travailler. L'objectif, c'est de trouver un système de scoring qui permet de placer les relations et trouver les candidats. Et ensuite, j'essaie de faire le travail important d'ouvrir la boîte parce qu'aujourd'hui, l'IA, comme vu par beaucoup de gens, c'est que j'étais une boîte noire, et on a besoin de comprendre comment il prend ces décisions-là, quelles sont les étapes de raisonnement, comment on peut décider qu'on peut faire confiance à ces décisions-là. Pour commencer, juste pour avoir une idée sur la base de données pour la démo d'aujourd'hui, c'est le Drug Reproposing Knowledge Graph. Elle a été développée par Amazon il y a 16 ans, en 2020. Elle contient presque 100 000 nœuds. Ces nœuds-là sont de différentes catégories, soit c'est des composés, c'est des médicaments, soit de l'anatomie, soit des maladies, soit des gènes. Et entre ces nœuds-là, il y a différents types de relations. On a une centaine de types de relations. J'ai choisi celui-là parce que c'est le plus connu aujourd'hui, il est beaucoup utilisé, il est simple à manipuler. Il y a d'autres graphiques biomédicaux. Le plus ancien, c'est le Yetone, qui était développé en 2017. Et le Prime KG qui est sorti après celui-là, qui est aujourd'hui le plus grand, mais encore à valider. Il y a aussi le Open BioLink. On va dire, le choix de la base de données elle-même, c'est pas important pour la démo d'aujourd'hui, mais il n'est pas le seul. Maintenant, on a notre base de données, notre carte de connaissances avec toutes les relations en place, mais comment on peut agir ces relations-là? Comment mathématiquement on peut trouver des candidats qu'on ne connaît pas? Ça, on le fait si on vraiment se base le problème en base mathématique. On va convertir chaque élément de notre carte de connaissances en vecteurs, ce qu'on appelle les embeddings. C'est des vecteurs de 400, de taille de 400, et on va jouer le jeu mathématique, c'est de faire des translations pour trouver si on a une relation. Ici, le H c'est le head, T c'est le tail, le A c'est le relation. C'est-à-dire, imaginons si je veux chercher la distance entre mes médicaments qui traitent et quelle cible il doit traiter, on peut juste faire ce qu'on appelle la norme ou la distance euclidienne. L'idée, c'est pour chaque paire de relations, on peut calculer une distance. Et en faisant ça, si on prend un candidat médicament, on peut calculer ça pour toutes ces relations qui sont autour. Ça va nous donner un nombre de toutes les distances possibles. Et après, notre travail, c'est juste de dire comment on peut classer ça selon certains scores. Et le score le plus simple, c'est juste la distance avec le score le plus élevé, c'est le candidat le plus plausible. Et pourquoi on travaille avec trans-I?
I, trans I, toujours, bien sûr, il n'est pas le seul, parce qu'il y a rotate I, il y a d'autres types d'embedding. Ici, l'embedding qu'on fait aussi, il est similaire aux embeddings qu'on voit avec les LLM, parce que LLM aussi, il ne traite pas directement le texte. Un LLM, il est obligé de convertir le texte naturel vers des chiffres réducteurs. Et pareil, le concept est exactement le même. Les embeddings avec les LLM et les embeddings qu'on fait ici, c'est exactement la même chose. Et pour dire pourquoi celui-là, en fait, il prend une relation, un triplet sur le head relation tail, pas de texte ici, on travaille juste avec les nœuds, et on le fait entraîner avec tous les éléments qu'on a dans la base de données, c'est-à-dire les 6 millions de relations qu'on a dans la base de données. Et en faisant ça, le modèle il sera capable de reconnaître les relations et, on va dire, créer ce qu'on appelle le latent space et placer tous les éléments qui sont proches ensemble dans le même espace géométrique. Et une fois on a fait ça, ce sera beaucoup plus simple pour nous derrière de calculer les distances et mettre un score pour chaque candidat. Et juste pour faire la parallèle avec un peu ce qu'on fait avec le texte, le premier embedding qui est sorti avant les embeddings de GPT et compagnie, c'est le Word2Vec, c'était dans les années 2017. La logique est pareille, c'est-à-dire on fait un point mot, par exemple l'embedding de mot Paris et l'embedding de capitale 2, et on calcule la distance par rapport, par exemple, France. En faisant ça, on va trouver que Paris, capitale de France, ils sont localisés presque au même endroit parce qu'ils sont toujours ensemble. Si on prend par exemple notre pays, l'embedding aux États-Unis, ça va être un peu plus loin et ce ne sera pas au même espace latent. Notre logique fonctionne de la même chose, c'est-à-dire si on prend un médicament, le metformine, traite et le diabète, on va trouver que le diabète il est localisé très proche à notre composé parce qu'il appartient au même espace. Et donc, nous, ce qu'on fait, on prend des médicaments candidats, c'est notre point de départ, et on essaie de trouver quelles sont les maladies candidates. Soit des maladies déjà connues, parce que c'est déjà inclus dans le graphique, et c'est déjà testé, approuvé, et elle est censée apparaître. Soit on va trouver des candidats inconnus. C'est ça ce qui nous intéresse, c'est-à-dire trouver les inconnus, les candidats plausibles qu'on pense que sont associés, appartiennent au même espace que notre médicament. Et ça, il y a souvent, la relation n'est pas toujours directe, il y a souvent des intermédiaires, ce qu'on appelle les entités partagées. Ici, c'est une relation directe parce qu'on connaît que ce médicament traite cette maladie, mais on peut sortir d'autres maladies candidats indirectement. Ça, on va le voir dans la démo. Pour faire notre démo, j'ai choisi un candidat, c'est l'eraglutide, peut-être que vous le connaissez. C'est un agoniste de récepteur GLP-1. Il est approuvé en 2010, c'est-à-dire c'est pas nouveau, il est déjà connu. Il est approuvé pour traiter le diabète de type 2. Et notre base de connaissances, elle est bien établie autour de ce médicament-là. C'est-à-dire on connaît tout ce qui est à savoir par rapport à ce médicament-là, à ce composé. Et l'idée, on va essayer de récupérer tous les nœuds qui sont en lien avec cette maladie, les scorer avec notre système et les classer. Pour faire cette démo, j'ai choisi un format notebook, c'est les GeoTable Notebook. Peut-être les data scientists travaillent souvent avec ce mode de document. L'avantage de travailler avec les notebooks, c'est un document où on peut mélanger des textes avec le code, c'est-à-dire il y a des cellules non exécutables qui sont juste le texte et des cellules exécutables là où il y a le code. Et l'autre avantage, on peut le partager avec des membres d'équipe, on peut l'exécuter sur des machines locales comme ce que je fais ici, ou même l'exécuter sur une machine à distance comme Google Colab par exemple. C'est-à-dire ici, on n'a pas besoin d'avoir des machines puissantes avec des ressources pour les faire fonctionner. On peut les mettre sur notre système. Je reprends le même problématique, c'est-à-dire le direct proposing avec le même candidat.
comme je l'ai dit, on peut mettre le code avec le texte. Notre code, on va commencer bien sûr avec importer tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement. Ensuite, on va télécharger la base de données elle-même. Je l'ai déjà téléchargée, elle est déjà sur ma machine. C'est une base de données qui existe depuis 2020, elle n'est pas énorme, elle fait moins d'1 giga et elle contient tout le nécessaire pour la démo d'aujourd'hui. Et notre détail important, savoir que tous les éléments, tous les nœuds de notre base de données ils sont codés, il y a un code spécifique, par exemple le DOD 8252, qui est juste un code qui permet de dire ça c'est l'autre composé. Et pour nous, les humains, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, on a besoin de convertir un code DOD vers un texte lisible par l'humain. J'ai mis cette fonction-là juste ici. Si je prends le même DOD, il va me dire c'est diabète type 2. Je peux prendre le 10-60-652, c'est l'Alzheimer, etc. Du coup, en data scientist, on a toujours envie de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans notre dataset. Et ça, on le fait, on utilise Panda. Panda est bien fait pour ce type de traitement. Juste, on ouvre la base de données, on regarde combien de triplés au total. Triplé, c'est le nœud en relation avec le nœud suivant. Et combien des entités uniques, combien de relations distinctes. On voit que ça confirme qu'on a à peu près 6 millions de triplés. Les entités uniques, à peu près 100 000, ce qu'on a montré tout à l'heure, et les relations. Et comme c'est une graphe de connaissances, on peut utiliser le système NX, c'est le network X, pour voir juste un échantillon, un petit échantillon. Ici, je montre 50 de nœuds avec les triplés aussi. On voit que chaque nœud peut avoir plusieurs relations, plusieurs nœuds. Et on voit des nœuds qui sont proches ensemble et d'autres nœuds plus distants. Ici, c'est pas exactement la même présentation qu'on va faire avec notre système TransIMI. Ça donne une idée de dire c'est bien connecté, mais c'est pareil. Notre algorithme d'embedding, j'ai créé une version déjà entraînée parce que ça prend beaucoup de temps de faire le temps de training. Le temps de training, ça nécessite souvent des ressources de caractère graphique, plus le temps. Les gens qui ont déjà fait le deep learning, ils savent que ça prend des nuits, des jours pour juste faire les sessions de training. On a la chance d'avoir déjà un modèle déjà pré-entraîné. On a besoin de récupérer le checkpoint. C'est un checkpoint déjà fourni par Amazon. On voit que dans notre embedding, on a des dimensions de 400, ça c'est la taille de notre vecteur. Et ça, c'est les nœuds qu'on a et les relations. Une fois on a fait ça, on a regardé, on a compris notre base de données, dans notre dataset et ce qu'il y a dedans, on peut faire un premier test, c'est ce que je vais ici, le sanity check, c'est-à-dire, moi je connais ce médicament, le metformine, et je veux savoir, il est lié à quoi dans ma base de données, pour juste confirmer que mon système marche ou pas. Et je vois que metformine traite le diabète type 2, c'est-à-dire, ça confirme bien que je pars d'un médicament connu, j'obtiens une maladie connue, avec un score. C'est-à-dire, ça va. Pour le moment, le système fonctionne, pas de souci. Maintenant, on pose une question sur un autre médicament qu'on ne connaît pas forcément. J'ai pris un autre, c'est le liraglutide, avec ce DOE, le code spécifique. Et je pose la même question, mais maintenant, je lui demande de sors-moi quels sont les 10 meilleurs candidats par rapport à ce médicament-là. Et pareil avec le même système, on voit que liraglutide, il sort comme premier candidat le diabète type 2, ça c'est connu et validé, mais il me sort d'autres maladies. C'est-à-dire, il ne se limite pas à une seule maladie, il sort d'autres maladies. Et maintenant, la question, parmi tous ces candidats-là, lesquels est vraiment lié à sa composé,
sur lequel on peut aller plus loin, faire un essai clinique pour le tester, pour le valider. Et ça, c'est le vrai grand travail vient ici, c'est-à-dire on a des candidats qui sont proches dans l'espace latent à notre composé, mais maintenant, il faut faire le travail pour comprendre lequel est vrai ou pas. Et du coup, si je reprends mes top 10, c'est 10 maladies différentes avec le premier origine. Déjà, ça c'est rassurant, c'est-à-dire si mon premier candidat est déjà le candidat validé pour lequel, ça promet peut-être quelque chose pour le reste. Et si on regarde un peu plus en détail par rapport à ce qu'on sait, nous, et par rapport à la bibliographie, parce que c'est ça le travail à faire. On prend l'output dans notre système, mais il faut le faire croiser avec le savoir-faire humain, c'est-à-dire tout ce qui est publication scientifique, tout ce qui est recherche fondamentale, fait par les humains dans le laboratoire de recherche. Et on voit que parmi les 5000 maladies candidats, le top 1, c'est le diabète 2, on a l'hypertension, l'obésité et l'Alzheimer. Et l'Alzheimer, c'est là où l'histoire que je vais raconter, l'Alzheimer n'était jamais connu comme une maladie qui peut être traitée par ce type de composé. On n'a jamais pensé à ça, on ne l'a jamais testé, on ne l'a jamais recherché. Et à partir de cette idée-là, il y a une équipe américaine qui a pris ce résultat-là et ils ont lancé une phase clinique pour faire tester ça. Et on a commencé à avoir les premiers résultats qui sont vraiment prometteurs. C'est-à-dire, ils ont parti d'un médicament qui traite le diabète et ils pensaient avec un système qui leur indiquait qu'il est peut-être capable de traiter l'Alzheimer et il arrive à prouver que potentiellement, oui, on n'a pas encore la réponse finale parce qu'une phase clinique elle passe par plusieurs étapes. On n'est qu'en phase 2, mais c'est déjà prometteur. Maintenant, comment notre système a sorti l'Alzheimer comme candidat? Est-ce qu'on fait juste confiance comme ça et on travaille avec, ou on fait plus d'efforts pour comprendre comment ça fonctionne? Ça, c'est tout d'un domaine de l'IA, ce qu'on appelle XPI, c'est Explainable AI, où les gens ils ont développé des outils pour essayer de comprendre le fonctionnement des systèmes IA. En fait, comme je l'ai expliqué, souvent la relation elle n'est pas directe, c'est-à-dire les candidats qu'on voit, ce n'est pas des candidats qui sont en lien direct avec le composé choisi. Et on va partir de cette prédiction-là, c'est-à-dire nous dans notre cas c'est Alzheimer pour le liraglutide, et on va comprendre quels sont les voisins communs et quels sont les arêtes, les ponts qui existent entre ces deux-là. Si je reviens toujours à ce même notebook, si je prends mon médicament plus ma maladie candidat, je peux explorer mon graphe pour dire trouve-moi tous les éléments, les nœuds qui sont en commun. Et ces éléments en commun, ça peut être d'autres nœuds, soit intermédiaires, soit l'essentiel, c'est partager entre les deux. Et on voit que mon médicament est connecté à 4 gènes différents et la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie très complexe, elle est connectée à presque 1000 gènes différents, mais le système montre qu'il y a un pont partagé entre les deux, c'est-à-dire il y a un gène qui est partagé entre les deux. Et je rappelle, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas que, on n'a jamais pensé que ce médicament-là est capable de traiter ça. Et la question maintenant, c'est de savoir quel est ce gène. On a son code dans la dataset. Pour le décoder, c'est simple, c'est juste réinverser la base de données.
et on voit que c'est le gène MME, ou on appelle ça aussi le neutralisé. Et pour aller plus loin, on a besoin de savoir quelle est la relation exacte entre la composée et la maladie, et quel est le chemin emprunté par les deux pour qu'ils tombent les deux sur le même gène. Et pour juste un schéma plus propre. En fait, on a parti de l'iraglitude, qui est un agoniste de GLP-1 et qui lui est influencé avec cette gène-là, c'est le méprilésine. Et on s'est rendu compte que le même gène est capable d'influencer l'alzheimer d'Alzheimer en agissant sur les protéines bêta-amyloïdes. Et en vrai, notre point de commun, il est là. Les deux, ils ont un même gène en commun, et le même gène peut influencer le mécanisme d'action de notre médicament et peut influencer le mécanisme physiopathologique de la maladie. Et de là, l'équipe américaine, à partir de cette hypothèse-là, de dire est-ce que vraiment, on peut agir sur cette gène-là, on peut traiter cette maladie grâce à ce médicament-là. Et du coup, on regarde juste le lien biologique, parce que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est des mathématiques, c'est de l'IA. Maintenant, on a besoin de comprendre quelle est l'explication biologique à ça. En biologie, ce qu'on a sorti en commun, c'est un enzyme. C'est le népriglésine qui, il faut l'imaginer comme un paire de ciseaux moléculaires, c'est-à-dire capable d'agir sur différentes protéines. Dans le cas de l'iraglitude, il va découper cette hormone, c'est le GLP-1, et dans le cas de l'Alzheimer, il va découper les protéines bêta-amyloïdes. Juste pour ça, les gens ne savent pas, l'une des raisons principales de maladie d'Alzheimer, c'est l'accumulation des plaques amyloïdes qui vont influencer tout le fonctionnement du cerveau et les fonctions cognitives en général. Du coup, pour résumer, ce domaine-là, le repurposing par l'IA, c'est un domaine jeune, c'est-à-dire on parle de 5 à 7 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on a 0 médicament approuvé officiellement commercialisé, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment la partie modélisation, la partie hypothèse, la partie test, mais on a 173 médicaments candidats sortis par l'IA. On a déjà 15 à 20 qui sont en phase 3. Phase 3, c'est la phase finale avant l'autorisation. Et si le premier résultat sont déjà attendus pour cette année, 2026. On espère, l'année prochaine, on aura les premières approbations FDA. FDA, c'est le Food and Drug Administration, c'est l'organisme américain qui est dans les autorisations. On a l'équivalent en Europe, c'est le EMA. Et du coup, il y a une vague potentielle qui est attendue entre 2027 et 2030 de plein de médicaments qui sont des candidats détectés, proposés par l'IA, qui vont passer tous les pipelines des phases cliniques, potentiellement jusqu'à un vrai médicament autorisé sur le marché. Et ça, je mets des exemples de boîtes sérieuses qui travaillent dans le domaine depuis le début. L'un des cas aussi de connaître de la repurposing, c'était le COVID-19, c'est avec le baricitinib. Au départ, c'était un immunosuppresseur, mais on s'est rendu compte qu'il peut traiter les malades COVID-19. Il y a aussi le médicament, les rétrosolonérib, qui a été développé par Insilico, une boîte de Hong Kong, qui a permis aussi le premier médicament qui passe en phase 2. Et aujourd'hui, on a des outils, des guidelines, l'FDA et même les organismes européens, l'ICH, l'EMA, ils commencent à considérer sérieusement l'IA comme un outil validé pour tous les cycles de drug discovery. Ce qu'on peut retenir de juste la démo d'aujourd'hui, que ce qu'on a fait, c'est de impeding générique, mais appliqué à un domaine spécifique, c'est le drug repurposing. C'est un système de recommandation, c'est similaire à ce qu'on peut faire avec des séries, des chansons. C'est vraiment de la recommandation, ou ce qu'on peut faire aussi avec la détection des fraudes, c'est la prédiction des anomalies, mais ça reste mathématiquement de générique. Ce qu'on a fait aujourd'hui aussi, et ça c'est notre intérêt, c'est qu'on a utilisé un modèle pré-entraîné
et on a appliqué directement, ça m'a permis d'avoir des résultats directs. On a essayé de comprendre comment ça fonctionne, ce qu'on appelle l'interprétabilité du système, c'est-à-dire comment le système parcourt le graphique et arrive jusqu'à la prédiction. Et on a identifié un cas réel de transfert entre domaines, c'est-à-dire un antidiabétique qui est aujourd'hui testé sérieusement pour la maladie d'Alzheimer grâce à un mécanisme biologique qui est en train d'investigation grâce à cette enzyme partagée. Pour des gens, si des gens sont intéressés par le sujet et veulent faire vraiment explorer, il y a plusieurs pistes. La plus facile, c'est de refaire la pipeline avec notre médicament. Et ça, c'est plus simple parce que le système existe déjà. Aussi, on peut comparer avec d'autres algorithmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a utilisé le trans-I, mais on peut utiliser d'autres, c'est complexe I, rotate I ou d'autres. Si on veut aller plus loin, c'est-à-dire un niveau intermédiaire, c'est faire entraîner notre propre RGCN, c'est le Graph Connected Network. Et ça, on a besoin, comme je l'ai dit, soit une carte graphique. Après, ça va de quelques minutes à plusieurs heures par jour. Et aussi, le travail important, c'est de faire valider, évaluer. Je ne vais pas parler de la partie validation et test, mais ça, c'est une autre brique qu'il faut faire sérieusement. Et ce qu'on fait, nous, de notre côté, c'est vraiment la partie recherche. C'est aujourd'hui, on essaie de combiner toute cette partie embedding avec les LLM, parce que les LLM, il a l'avantage de pouvoir expliquer ça en langage naturel. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, les LLM peut nous aider à l'expliquer. Aussi, et ça on le fait déjà en interne, c'est développer notre propre garde de connaissances à partir de nos propres composés avec toute la partie recherche, PubMed et ontologie et tout ça. Et notre aussi piste qu'on explore, c'est ce qu'on appelle la boucle d'active learning, c'est-à-dire cela s'est fait, on va dire, in silico, mais il faut le coupler avec la recherche wet lab, c'est-à-dire au laboratoire, et faire une loupe active, c'est-à-dire entre ce qu'on a appris avec le système et ce que la réalité, les essais cliniques nous montrent, et faire cette boucle de learning entre les deux. En conclusion, on a parti des hypothèses, ce que ça change pour nous, on obtient des hypothèses testables, c'est-à-dire des candidats on a priorisé grâce à un système de scoring parmi toutes les possibilités qu'on peut avoir. Ce mécanisme-là permet d'accélérer la R&D, c'est-à-dire réduire le temps, réduire le coût et augmenter les chances de réussite. Et ce n'est pas une boîte noire, c'est une boîte ouverte qu'on peut tracer, comprendre, expliquer, parce que l'un des challenges dans ce domaine, c'est la réglementation. Le domaine de drug discovery, c'est très réglementé et on a besoin de convaincre toutes les instances de réglementation que notre système il est explicable et les résultats sont imprévisibles. Juste pour aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai converti en format app parce que ça permet beaucoup plus simple de le tester. L'application elle est basique, c'est-à-dire on prend un médicament candidat parmi la liste de ce qu'on a et on peut dire pour chaque médicament quels sont les top candidats qu'on peut sortir. Je prends ce médicament-là qu'on est pour la migraine, mais potentiellement il peut travailler avec d'autres maladies. Si je regarde par exemple le candidat que je fais aujourd'hui, pareil, il me sort diabète et il peut me sortir aussi un peu plus bas le mal d'Alzheimer. Et du coup, on part d'un système de modélisation mathématique vers une solution exploitable en passant par tout ce que j'expliquais, c'est-à-dire la partie training, la partie prédiction, la partie validation. Et ici, j'ai mis tout ce que on a fait en interne, c'est-à-dire la partie curation, c'est-à-dire on ne prend pas tous les résultats qui sortent avec le système, on prend que ce qu'on a croisé avec le savoir-faire humain, avec la publication de recherche, et on élimine tout ce qui n'est pas validé, qui est loin on va dire, de la réalité. Et cette application, elle est aujourd'hui en ligne, vous pouvez la tester pour
jouer avec, comprendre comment ça fonctionne, si le sujet vous intéresse. Merci. N'utilisez pas ces applications pour acheter des médicaments. Voilà, c'est écrit. Avec modération, la migraine, doliprane, ça suffit. Voilà, ça arrête. C'est pas la même médicale. C'est sûr, c'est sûr. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je prends pas la responsabilité. Voilà, t'as plein de questions. Voilà, toi, tu vas dire. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, je voulais savoir pourquoi, pour votre sujet, vous avez choisi d'utiliser le modèle Transfer. Est-ce que vous avez aussi testé déjà d'autres modèles ou pas? Oui, bien sûr, on a testé. En fait, on a notre modèle de test. C'est pas ce que je montre aujourd'hui. On a notre en interne. Et avant de choisir bien candidat, on a choisi plusieurs. Ce que j'ai montré à la fin, il y avait 4 ou 5 candidats et comme un domaine de recherche active, chaque mois, il y a déjà d'autres modèles qui sortent. C'est-à-dire, c'est pas figé, c'est en évolution. Mais on a testé d'autres modèles, bien sûr. Merci. Merci beaucoup pour la démonstration qui fait penser au système de recommandation qu'il y avait sur Oui. Tinder. C'est le même principe. Ouais, voilà. Et est-ce que sur la base de connaissances, ou l'ensemble des données que vous avez fait de l'apprentissage non supervisé pour essayer de déterminer justement des relations, des groupes qui ne seraient pas visibles directement dans les graphes de jeu conduit. Oui, en fait, l'objectif c'est ça, c'est de chercher de l'invisible. Ce que j'ai dit au départ, c'est de trouver des liens manquants. Et ça, en fait, le drive de proposé que je montre aujourd'hui avec graphe de connaissance, il y a d'autres types d'approches. Il y a ce qu'on appelle la signature transcriptomique, c'est-à-dire au lieu de se baser juste le lien établi, on va se baser sur la signature d'expression des gènes, c'est la transcriptomique. Et ça, c'est notre approche parce que l'idée de base, c'est si un médicament est capable d'agir sur un gène donné, et si la maladie est impactée par ce même gène, on peut trouver un lien. Et l'autre approche, c'est ce qu'on appelle le docking. Et ça, c'est pour s'explorer. Je ne sais pas si vous connaissez AlphaFold. C'est un algorithme qui a gagné le prix Nobel. Ça, c'est notre approche qui permet de dire je peux trouver un médicament pour une maladie inconnue juste en comprenant la structure 3D de médicament lui-même, plus la structure 3D des récepteurs cibles qui entrent au mécanisme. Si on arrive à prouver la relation, on peut avoir une hypothèse testable. Après, la dernière approche, c'est, ce qui est récent, c'est avec les LLM. Parce que les LLM, aujourd'hui, ils sont capables d'exporter un grand volume de données. Et l'avantage que nous, on a des milliers de papiers scientifiques qui sont existants et d'autres milliers qui sortent presque chaque année. Et le challenge, c'est un être humain ne peut jamais lire tous les papiers. Mais avec un système LLM, agent IA bien établi, on arrive à faire, on va dire, manger ces papiers-là et sortir des données qui sont capables de prédire des liens visibles entre les médicaments et les maladies. Est-ce que vous pensez aussi, donc j'ai bien compris l'ajout de la transcriptomique, du docking et tout ça, est-ce que vous pensez aussi des études sur des tissus, par exemple, de patients avec des relations cellulaires entre eux qui pourraient apporter encore plus d'informations et de contexte pour votre embedding? Oui, je n'ai pas montré tous les types de nœuds qu'on a aussi dans la dataset, mais la partie anatomie, il y a une partie très importante de la partie anatomie parce que selon la région du cerveau, type de cellulaire, type de tissu, les médicaments peuvent avoir un effet différent sur la... Oui, ça c'est très important. Après, un autre concept, ce qu'on appelle médecine de précision, precision medicine, ça c'est un autre niveau de dire, pour la même personne, pour la même maladie, si on prend des personnes différentes, ils n'ont pas le même profil génétique et on n'est pas censé leur donner les mêmes médicaments. Et ça, c'est l'un des axes de recherche de dire on n'est tous pas pareils, on a besoin peut-être des médicaments qui sont différents. Et ça, c'est notre domaine de recherche aussi. Est-ce que vous pouvez utiliser la même approche pour identifier tous les médicaments qui vont être incompatibles avec le pharmacien dont il vérifie avant s'il a écrit que deux médicaments
ensemble ne vont pas créer un composé toxique Oui, c'est ça ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est-à-dire tout le médicament, il est validé pour agir certaines maladies, mais tout seul. Mais si on commence à faire des interactions entre différents médicaments, on rentre dans le domaine de la pharmacovigilance parce qu'on peut engendrer des effets secondaires imprévisibles. Et ça, c'est tout un domaine aussi, de dire, nous, à notre échelle, on ne l'a pas fait, mais je sais que ça se fait aussi, surtout avec les LLM, parce que le LLM, aujourd'hui, est capable de traiter toute l'information. Pour expliquer, en pharmacovigilance, c'est les praticiens qui signalent les problèmes, c'est-à-dire un médecin, un pharmacien ou même un malade peut signaler peut-être qu'il a des signaux indésirables non déclarés dans l'outil de médicament. Et il y a un organisme qui va centraliser toutes ces informations-là, mais le problème, c'est le format n'est pas toujours homogène, c'est-à-dire soit c'est des documents papier, soit des emails, soit des appels téléphoniques. Et je sais que le challenge aujourd'hui, c'est vraiment normaliser, c'est-à-dire pré-processing les data pour avoir à normaliser la structure de données. Une fois on a fait ça, on va créer notre, on va dire, dataset. Et à partir de là, il y a plusieurs approches pour comment on va investiguer ce corpus de data pour sortir des effets indésirables, mettre en place des systèmes d'alerte, etc. Si on part du principe, par exemple, que dans votre base de données de ce forme de graphe, vous avez déjà la relation entre deux médicaments qui sont compatibles avec tel type de compatibilité, là, potentiellement, le travail de pharmacovigilance, vous pourriez arriver à anticiper. Moi, je pense que c'est plus complexe parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on va essayer de trouver des voisins. Mais tout ce qui n'est pas voisin n'est pas égal, c'est pas forcément contre-indiqué. C'est-à-dire, on est voisin, on peut agir sur les mêmes cibles, mais si on n'est pas voisin, on peut agir sur des cibles différents, et pas forcément antagoniste, c'est-à-dire pas forcément ennemi. Et ce sera compliqué. Après, peut-être on peut trouver un moyen de explorer ça. Merci. Merci. D'autres questions? On s'arrête là. Merci.